Maintenant, on va voir la nomenclature des composés ioniques. Donc, vous devriez être en mesure de regarder une formule chimique et pouvoir nommer le composé. Premièrement, la nomenclature qu'on va voir, on va dire que c'est la nomenclature de l'UICPA, parce qu'il existe plusieurs nomenclatures différentes, mais les chimistes se sont entendus pour utiliser celle-là. D'ailleurs, UICPA veut dire l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Donc, c'est une association où tous les chimistes se rassemblent pour décider des règles que tout le monde va employer pour parler le même langage. La chimie pure, c'est la recherche scientifique en chimie, et appliquée, c'est l'ingénierie. Donc, comment on va utiliser les concepts pour fabriquer de nouvelles choses. Autre chose que j'ai mis ici, il y a des composés binaires et des composés ternaires. On va voir comment nommer les deux. Juste en termes de vocabulaire, un composé binaire est composé de seulement deux éléments, comme par exemple NaCl avec un métal et un non-métal. Un composé ternaire contient plus de deux éléments, donc soit trois éléments, quatre éléments. Un exemple serait par exemple le nitrate de potassium. Dans le nitrate de potassium, on retrouve trois majuscules, donc trois éléments, le potassium, l'azote et l'oxygène. Donc, c'est un composé ternaire. Pour la nomenclature de l'UICPA, c'est assez simple, c'est anion de cation. Donc, on a déjà vu souvent l'exemple du NaCl. En français, on inverse l'ordre, alors qu'en anglais, on les lirait complètement dans l'ordre. En français, on doit inverser l'ordre. Donc, on va nommer l'anion en premier. Dans ce cas-là, c'est du chlore. Et comme j'ai écrit ici, pour l'anion, il va falloir ajouter la terminaison ure. Donc, le chlore va devenir chlorure. Et ensuite, tu vas écrire le métal. Et pour le métal, on ne change rien du nom. On le prend tel qu'il est écrit dans le tableau périodique. Donc, le chlorure de sodium. Maintenant, pour ce qui est des ures, il y a certaines exceptions. Donc, par exemple, chlorure, ça fonctionne. Le fluor va devenir fluorure. Mais les exceptions les plus communes, c'est probablement l'oxygène qui va devenir l'oxyde plutôt que l'oxygénure. L'azote va devenir le nitrure. Ça vient un peu de l'anglais, nitrogen en anglais, donc on peut s'en souvenir de cette façon-là, l'azote, le nitrure. Même chose avec le soufre. Le soufre en anglais, c'est sulfur, donc ça va devenir sulfure en français. Donc, si j'avais par exemple ce composé-là ici, ce serait du sulfure de potassium et non pas du soufrure ou sulfurure ou peu importe comment tu pourrais transformer ça, c'est sulfure. Donc, il faut les apprendre. Il y en a certains qui ont été raccourcis. Comme le carbone devient du carbure et non pas du carbonure. Même chose avec le phosphore, c'est juste du phosphore. Okay? Ensuite, pour le métal, ici je vous ai dit qu'on va écrire le métal seulement directement comme tel, mais il y a quelques exceptions. Si le métal sur le tableau périodique, il y a plus qu'une charge possible, qui est souvent le cas avec les métaux de transition, à ce moment-là, il va falloir que tu spécifies la charge entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle la notation de stock. La notation de stock, c'est que ton cation, qui a plus qu'une charge, tu dois indiquer la charge. L'exemple ici, le fer 2+, le fer 3+, ou le 2+, il va falloir que tu écris avec un chiffre romain, okay, la charge du métal comme tel. Donc ça veut dire que si ton métal, comme le sodium, a seulement une charge, si on regarde dans le tableau périodique, le sodium, c'est seulement un plus, ça serait mal de mettre une parenthèse et de mettre un 1 ici. On ne veut pas faire ça. On veut seulement le faire dans le cas où les métaux ont plus qu'une charge. Un exemple serait par exemple le chlorure d'or. Donc, souvenez-vous, on échange l'ordre, le chlorure d'or. Lorsque je vérifie sur le tableau périodique, l'or a plus qu'une charge. Il peut avoir la charge 1+ ou 3+. Donc, je sais qu'il va falloir à tout prix que je mette une parenthèse avec un chiffre romain qui indique la charge. Pour connaître la charge, tu peux y aller avec la logique. Donc, le chlore, si j'en ai 3, puis chaque chlore est 1-, j'ai une charge de 3 négative. Donc, il faut que j'aille autant de charges positives. Donc, l'or serait 3+. Ou on peut aller avec le chassé croisé inverse qui fonctionne la majorité des temps. C'est juste qu'il faut faire attention aux formules chimiques qui ont été simplifiées. Mais on peut
dans la majorité des cas, monter l'indice ici qui va redevenir la charge. Donc, faire le contraire du chassé-croisé qu'on faisait auparavant pour déterminer les formules chimiques des composés ioniques. Et là, ça me dit qu'il y a un 1 ici, que la charge de l'anion, c'est 1 moins, et un 3 ici, que la charge du cation est 3 plus. Donc, c'est un 3 qui va ici. Autre chose que je vais vous demander pour la 11e année, c'est de connaître par cœur vos ions polyatomiques. Donc, en 9e et 10e année, on vous donnait un aide-mémoire, souvent au verso ou au bas du tableau périodique, qui contenait les ions polyatomiques. Souvenez-vous des ions polyatomiques, c'est des molécules, donc on retrouve plus qu'un élément, qui portent une charge. Okay? Donc, ce sont des ions. Dans la majorité, c'est des anions. Il y a seulement une exception. Il y a le NH4+, qui est un cation. Vous devez les savoir. Je vais vous donner des trucs pour les mémoriser, mais il va falloir que vous faites des exercices pour justement travailler les ions polyatomiques. Donc, première chose, ils ont choisi AT. AT, c'est le nombre d'oxygène le plus fréquent, donc ce qu'on retrouvait là davantage dans la nature. Fait que, par exemple, il existe NO3 et il existe NO2. Ils ont regardé quel qui en retrouvait le plus dans la nature, donc lequel est le plus stable, et on retrouvait plus de NO3. Donc, parce qu'un azote, souvenez-vous, azote, normalement, c'est une nitrure, mais il y a des oxygènes, on va écrire que ça ici, c'est un nitrate. Donc, le NO3, c'est un nitrate. C'est la même chose avec le soufre. Le soufre, dans la nature, ce n'est pas 3 oxygènes qui le rend le plus stable, c'est 4 oxygènes. C'est l'ion polyatomique le plus retrouvé dans la nature. Donc, ça va être, au lieu d'être du sulfure, ça va être du sulfate. Même chose pour le phosphore. Il y a ces 4 oxygènes. Donc, ça va être le phosphate. Là, vous allez me dire, bien, monsieur, ton truc n'est pas vraiment utile. Bien, c'est vrai que, comme c'est là, c'est pas mal de la mémorisation, quel qui est le AT. Mais après que tu sais lequel est le AT, donc le sulfate, le phosphate, le nitrate, après ça, c'est facile. S'il y a un oxygène de moins, ça va terminer par IT. Donc, dans la liste en haut, j'ai mis le montant X. Ça, c'est le plus stable, le plus commun. S'il y a un oxygène de moins, à ce moment-là, ça va prendre la terminaison IT. Fait que si on regarde ici, au lieu d'être du phosphate, si j'ai PO3, ça va être phosphite. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a un oxygène de moins, mais il va avoir exactement la même charge. C'est la même chose pour le sulfate. Si on enlève un oxygène, ça devient SO3. Et encore, on a une charge de 2 moins. Donc, le nom ne va pas être du sulfate, va être plutôt du sulfite. Même chose, le nitrate pour NO2 va donner du nitrite. Il y a d'autres composés comme ça aussi qui respectent la même règle. Il y a le chlorate, quand il y a 3 oxygènes. Quand il y a 2 oxygènes, ça va devenir du chlorite. Là, vous voyez sur ma liste, il y a aussi il y a comme 2 autres rangées. Comme par exemple pour le chlorate, le chlorite, il est possible d'avoir un oxygène de plus que qu'est-ce qu'on remarque qui est le plus stable dans la nature, qui est plus présent dans la nature, c'est ClO4. Ça ici, quand on a un oxygène de plus, donc je vous l'ai mis ici, quand on a un oxygène de plus, on va ajouter un pair en avant, puis ça va finir encore par at. Donc, je m'explique. Le chlorate, s'il y a un oxygène de plus, ça va devenir du perchlorate. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a 2 oxygènes de moins? Donc, le plus stable, c'est le chlorate avec 3 oxygènes. S'il y a 2 oxygènes de moins, à ce moment-là, ça va porter le nom, on va rajouter hypo en avant, et ça va terminer avec it. Donc, ça ici, ça serait l'ion hypochlorite. Donc, jusqu'à date, avec les at, it, hypo et per, moi, ce que je vous suggère de travailler davantage, c'est d'apprendre par cœur cette rangée-là ici. Les plus stables, ceux qui finissent par at, puis après que tu connais ça, tu vas être capable de faire les autres, okay, par déduction.
Il y en a un autre ici qui va finir par ate, qui est le plus retrouvé, c'est le CO3 2-, ça s'appelle du carbonate. Ici, j'ai répété le sulfate, il était déjà écrit, mais je vais juste le réécrire pour vous présenter la prochaine règle. Lorsqu'on ajoute un hydrogène avant un ion polyatomique, que vous connaissez déjà le nom, donc ici on a mis un H devant le SO4, ici on a mis un H devant le CO3, la charge va diminuer de 1 et le nom, c'est qu'on va ajouter hydrogéno en avant. Donc si on ajoute un hydrogène de plus, on va rajouter hydrogéno pour hydrogène. Donc, le sulfate va devenir de l'hydrogénosulfate. Donc, je sais que c'est un mot qui est long, mais il suit une règle, à ce moment-là, hydrogène plus sulfate. Le carbonate va devenir de l'hydrogénocarbonate. Maintenant, il nous reste 4 ions polyatomiques qui ne respectent pas vraiment ces règles-là. Il y a le Cn- qui est le cyanure. Il y a le OH- que vous avez vu en 10e année parce que c'est une base qui est l'hydroxyde. Il y a le CH3COO- qui est l'ion acétate. Il y a le MnO4- qui est l'ion permanganate. Et il y a l'ion NH4+, qui est l'ion ammonium. Donc, ça va être un effort les apprendre, mais après que vous allez les connaître, ça va grandement vous aider. C'est un peu, vous vous en rappelez pas, mais quand vous étiez en maternelle, l'alphabet c'était difficile, il va falloir que vous l'appreniez par cœur, mais là vous le connaissez, vous l'utilisez, vous êtes efficace. C'est la même chose avec ça ici. Pour l'université, vous devez connaître vos ions polyatomiques. Pour vous aider à les apprendre, à la fin du document, donc votre document ici, à la fin du document, j'ai mis un devoir pour le maîtriser. Donc, premièrement, ici, vous avez le nom de l'ion polyatomique. Donc, j'ai pris tous les ions polyatomiques et je vous demande de les nommer. Nommer un maximum sans regarder vos notes de cours. Cet outil-là, en théorie, quand vous allez être autonome à l'université, c'est toi-même qui développes tes outils pour apprendre les choses par cœur. Donc, moi, je l'ai fait pour vous. J'ai fait la liste. Écrivez le nom ici. Essayez de vous rappeler c'est quoi la charge, parce que vous devez connaître la charge de tous ces ions polyatomiques-là. Ensuite, pour les acides, il va y avoir une leçon bientôt qui va vous dire comment nommer les acides. Donc, si tu transformes le phosphate et tu ajoutes des hydrogènes avant pour qu'il soit un acide, ça va être quoi la formule de l'acide, puis ça va être quoi le nom de l'acide. Mais ça, attendez de faire la leçon sur les acides avant de compléter ça. Au verso, c'est le contraire. Je vous ai mis tout le nom des ions polyatomiques. Je veux que tu fasses un gros effort de mémoire pour essayer d'écrire la formule, écrire leur charge, puis ensuite, tu fais un composé avec le calcium. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, tu formais un composé, disons que c'est le premier, c'est le permanganate. Ben moi, je suis un vieux prof de chimie, donc je sais que le permanganate, c'est MnO4, ça a une charge de 1-. Si je veux former un composé avec le calcium dans le tableau périodique a une charge de 2+. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse le chassé croisé. Donc, la formule chimique du permanganate de calcium va être la suivante. Là, je constate que j'ai oublié un ion polyatomique. Le seul qui est positif, qui est l'ammonium. Ah, ben je l'ai déjà écrit. OK. Donc, maintenant, pour vérifier si vous avez compris, pouvez-vous me nommer FeCl2, CaCH3COO, ferme la parenthèse avec un 2. Nommez-moi PtSO3, ferme la parenthèse 2. Et NH4, ferme la parenthèse 3, P.